On a tous déjà vécu ce moment où on se réveille en plein rêve et pendant quelques secondes, on sait plus très bien où on est. Dans le rêve, tout semblait cohérent. Tu étais dans un monde avec un décor, tout avait une logique, tu avais des sensations et surtout, il y avait une évidence. Tu étais dedans. À aucun moment, tu ne te disais que c'est une construction de ton cerveau. Tu ne te disais pas non plus que c'était une simulation. Tu vivais ce moment comme si tu étais vraiment dans le monde réel. D'ailleurs, on a tous déjà connu ce moment où on est dans un rêve tellement agréable que quand on se réveille, on a envie de se rendormir pour y retourner. Ou à l'inverse, on a fait un cauchemar et on met quelques secondes à sortir et on est soulagé de réaliser qu'on est enfin réveillé. Mais ce qui est réellement troublant, ce n'est pas que le rêve soit faux. Ce qui est troublant, c'est qu'il fonctionne exactement comme la réalité ordinaire. Avec la même certitude d'être là, la même immersion, la même impression que ce que tu vis est évident et naturel. La seule différence, c'est qu'au réveil, un autre monde prend le relais. Un monde qui ne disparaît pas quand tu fermes les yeux. Un monde que tu retrouves chaque jour au même endroit, qui continue d'exister même quand tu n'y penses plus. Un monde que les autres voient aussi, qu'ils décrivent aussi, et avec lequel ils interagissent comme toi. C'est un monde plus stable parce qu'il dure dans le temps. Il est plus cohérent parce qu'il ne change pas brutalement d'une seconde à l'autre. Et surtout, il est partagé parce que tu peux en parler avec les autres et constater qu'ils vivent la même chose que toi. Mais dans ton cerveau, le mécanisme de base, lui, reste exactement le même. Ton cerveau ne t'a pas montré le rêve comme une simple image, il t'a installé dans ce monde. Et ce que tu appelles le réel dans ta vie quotidienne fonctionne sur ce même principe. Un monde vécu de l'intérieur comme si tout allait de soi. C'est à partir de là que la vraie question apparaît. Pas est-ce que le rêve est réel, mais qu'est-ce qui fait qu'un monde est vécu comme réel par le cerveau? Ce n'est pas qu'un monde serait vrai au sens philosophique. Ce n'est pas parce qu'il serait composé de matière solide. Et ce n'est pas non plus que tu es intellectuellement convaincu qu'il existe. Ce qui fait qu'un monde te paraît réel, c'est autre chose. C'est la manière dont ton cerveau peut y fonctionner sans contradiction. Ce qui le rend réel pour ton cerveau, c'est sa cohérence interne. Un monde est vécu comme réel quand il est suffisamment stable pour que tu puisses t'y repérer. Quand il répond à tes actions, quand ce que tu fais produit des effets prévisibles. Quand ce que tu ressens est compatible avec ce que tu vois. Et quand l'ensemble ne se met pas soudainement à se contredire. Et comme pour la réalité, le rêve remplit toutes ces conditions pendant qu'il dure. La différence n'est donc pas dans la façon dont tu les vis sur le moment, elle est dans leur capacité à durer, à se maintenir dans le temps et à être vécues de la même manière par les autres. Autrement dit, tu n'es jamais directement au contact du réel en soi, du monde tel qu'il existerait indépendamment de toute perception. Tu es toujours dans une version du monde que ton cerveau juge suffisamment stable, suffisamment cohérente et suffisamment fiable pour que tu puisses y vivre. Et c'est cette version que tu appelles la réalité. Quand tu ouvres les yeux, tu as l'impression de recevoir le monde, comme si la réalité entrait en toi, toute faite. Mais biologiquement, ce n'est pas ce qui se passe. Tes yeux ne voient pas des objets, ils captent des variations de lumière. Tes oreilles n'entendent pas des sons, elles détectent des vibrations de l'air. Ta peau ne touche pas des formes, elle répond à des pressions et à des changements de température. Aucun de tes sens ne reçoit directement le monde. Ils reçoivent des signaux physiques bruts. Et ces signaux, pris séparément, ne veulent rien dire. Ils ne sont ni une couleur, ni un son, ni une forme, ni un objet. Ce sont des données. C'est ton cerveau qui fait tout le reste. La couleur n'existe pas dans la lumière. La lumière n'a pas de rouge, de bleu ou de vert. Elle a des longueurs d'onde. Le son n'existe pas dans l'air. L'air n'a pas de musique, n'a pas de voix. Il a des vibrations. La chaleur n'existe pas dans l'objet. Elle n'est qu'un échange d'énergie. Ce que tu vois, ce que tu entends, ce que tu ressens, ce sont des traductions internes. Ton cerveau prend des signaux physiques et les transforme en une expérience vécue. Pas pour embellir, pas pour tromper, mais pour rendre le monde utilisable.
Parce qu'un organisme ne peut pas agir sur des longueurs d'onde ou des changements électromagnétiques. Il peut agir sur des formes, des couleurs, des distances, des sons. La perception n'est donc pas une copie du réel, c'est une interface. Une interface biologique entre un monde physique brut et un organisme vivant qui doit s'y orienter. Quand tu vois une table, tu ne vois pas la matière telle qu'elle est. Tu vois une structure stable, solide, utilisable, prévisible. Tu vois ce dont ton système a besoin pour agir. Et c'est pour cela que la perception est si convaincante. Parce qu'elle est fonctionnelle. Elle n'est pas faite pour dire la vérité absolue, elle est faite pour permettre l'adaptation. Ce que tu appelles voir, ce n'est pas découvrir le monde. C'est recevoir une traduction du monde adapté à ta survie. Et cette traduction est incroyablement stable parce qu'elle a été optimisée par des millions d'années d'évolution. Mais elle reste une traduction. Tu ne perçois jamais directement la matière. Tu perçois une version scientifique du monde rendu vivable pour un système nerveux humain. Ce n'est pas une illusion au sens d'un mensonge, c'est une construction au sens d'une ingénierie biologique. Une construction fiable, partagée par tous les humains, mais construite quand même. Et à partir de là, une conséquence devient inévitable. Si ce que tu perçois est déjà une traduction, alors ton cerveau ne peut pas être un simple spectateur. Il est un constructeur actif de ton expérience. Il ne reçoit pas la réalité, il la met en forme. Et pour mettre en forme cette réalité, ton cerveau ne travaille jamais seul. Il travaille avec une contrainte permanente, le temps. Les signaux sensoriels sont lents, fragmentés, incomplets. Ils arrivent en décalé. Ils sont parfois ambigus, parfois contradictoires. Or, pour survivre, un organisme ne peut pas attendre d'avoir toutes les informations. Il doit anticiper. Alors, le cerveau fait quelque chose d'extraordinaire. Il n'attend pas que le monde se montre. Il propose une version du monde avant même que les données soient complètes. Il prédit. Puis, il compare cette précision aux signaux qui arrivent réellement. Si ça correspond, il continue. Si ça ne correspond pas, il corrige. La perception n'est donc pas une réception, c'est une boucle. Hypothèse, test, correction, nouvelle hypothèse, en permanence. Tu ne vois pas d'abord, puis tu comprends. Tu anticipes, puis tu ajustes. Et c'est pour ça que tu as l'impression que le monde est déjà là, stable, continu, fluide, parce que ton cerveau le préconstruit à chaque instant. Ce principe est aujourd'hui au cœur de ce qu'on appelle le predictive processing, un cadre majeur en neurosciences contemporaines. Il ne dit pas que le cerveau invente la réalité, il dit que le cerveau cherche en permanence à minimiser l'erreur entre ce qu'il attend et ce qu'il reçoit. La perception est une réduction d'erreur. Quand tu marches dans une pièce familière, tu ne redécouvres pas chaque objet. Tu confirmes ce que ton cerveau attend de trouver. Et tant que rien ne contredit ses attentes, le monde te paraît parfaitement évident. C'est seulement quand une erreur surgit que la conscience se réveille. Un bruit inhabituel, un objet déplacé, une incohérence visuelle. Et soudain, tu vois vraiment. Parce que ton cerveau doit mettre à jour son modèle. La conscience, dans cette perspective, n'est pas la réception passive du monde, mais le moment où une prédiction doit être corrigée. Tu prends conscience quand quelque chose ne colle plus, quand le monde résiste à ce que ton cerveau avait prévu. C'est aussi pour ça que les illusions fonctionnent si bien. Elles exploitent les attentes du cerveau. Elles donnent au sens exactement ce qui confirme une hypothèse erronée. Et tant que rien ne la contredit, le cerveau la valide. Pas parce qu'il est naïf, mais parce qu'il est efficace. Il préfère une hypothèse stable à une incertitude permanente.
La réalité vécue est donc un compromis entre ce que le monde impose et ce que ton cerveau anticipe. Tu n'habites ni l'un ni l'autre, tu habites leur rencontre. Et c'est dans cette rencontre que naît ce que tu appelles le réel. Mais cette rencontre n'est jamais neutre, elle est orientée. Ton cerveau ne construit pas une version du monde pour comprendre la vérité ultime, il la construit pour maintenir ton organisme dans un état viable. Il privilégie la stabilité, la continuité, la prédictibilité, pas l'exactitude absolue. Ce que tu perçois n'est donc pas ce qui est le plus vrai, c'est ce qui est le plus utilisable. C'est pour ça que la réalité te paraît solide, cohérente, évidente. Parce qu'elle est optimisée pour fonctionner, pas pour être parfaite. Quand tu vois une pièce, tu ne vois pas des millions de détails physiques. Tu vois des surfaces, des volumes, des distances, des objets manipulables. Des choses sur lesquelles ton corps peut agir. Ton cerveau simplifie, il schématise, il élimine l'immense majorité de l'information disponible. Pas par paresse, mais par nécessité. S'il te montrait tout ce qui existe réellement dans une scène, tu serais paralysé. La perception est une compression extrême de la réalité physique. Elle extrait ce qui est pertinent pour l'action et ignore le reste. C'est pour ça que deux personnes peuvent regarder la même scène et ne pas voir la même chose. Pas parce qu'elles ont des réalités différentes, mais parce que leur cerveau n'extrait pas les mêmes priorités. Ton monde perçu est déjà un monde filtré. Un monde construit à partir de tes besoins biologiques, ton état interne, ton niveau de stress, ton attention, ton histoire. Ce n'est pas subjectif au sens imaginaire, c'est subjectif au sens orienté par un organisme vivant. Et c'est là qu'on comprend quelque chose de fondamental. La perception n'est pas un miroir, c'est un outil de régulation. Elle sert à maintenir ton corps dans une zone de fonctionnement possible. Quand tu es calme, ton monde paraît large. Quand tu es stressé, il se rétrécit. Quand tu as peur, il devient menaçant. Quand tu es épuisé, il devient lourd. Le monde physique n'a pas changé, mais la version que ton cerveau en construit, oui. Parce que la perception n'est jamais indépendante de l'état du système nerveux. Ce que tu vois dépend de ce que ton organisme peut supporter. Et ça, ce n'est pas une opinion philosophique, c'est une conséquence directe du fonctionnement biologique. La réalité vécue est toujours une réalité régulée. Et cette régulation ne se fait pas seulement dans l'instant. Elle se construit dans le temps. Ton cerveau n'arrive jamais vierge devant le monde. Il arrive avec une histoire. Chaque expérience passée laisse une trace. Chaque situation répétée affine ses attentes. Chaque succès, chaque échec, chaque surprise modifie ses prédictions futures. La perception n'est donc pas seulement une construction immédiate, c'est une construction cumulative. Ton cerveau apprend ce qui est probable, il apprend ce qui est dangereux, il apprend ce qui est stable et ce qui mérite de l'attention. Et à partir de là, il anticipe. C'est pour ça que tu reconnais un visage en une fraction de seconde, que tu identifies une voix familière sans effort, que tu sens immédiatement quand quelque chose ne va pas. Tu ne fais pas une analyse complète, tu compares avec un modèle déjà là. La réalité que tu vis est donc toujours chargée de mémoire. Pas la mémoire consciente, pas les souvenirs narratifs, une mémoire biologique implicite, statistique. Le cerveau ne se souvient pas en phrases, il se souvient en probabilité. Il a appris que certains mondes sont dangereux, que certains environnements sont sûrs, que certaines situations demandent de l'attention et que d'autres peuvent être traversées sans vigilance. Il ajuste ta perception en conséquence. C'est pour ça que deux personnes ayant vécu des histoires très différentes peuvent entrer dans une même pièce et ne pas ressentir la même chose. Le monde physique est le même,
Leur cerveau ne lui attribue pas la même signification. L'un perçoit une neutralité, l'autre perçoit une menace. L'un perçoit une ouverture, l'autre perçoit une contrainte. Pas parce que l'un a tort et l'autre a raison, mais parce que leurs systèmes ont appris à protéger leur équilibre de façon différente. La perception est donc toujours une rencontre entre un monde extérieur et une histoire intérieure. Et cette histoire n'est pas racontée en mots, elle est inscrite dans les circuits neuronaux, dans les associations, dans les réponses automatiques. Ce que tu vois est déjà chargé de ce que tu as vécu. C'est pour ça que la réalité n'est jamais purement objective et jamais purement subjective. Elle est relationnelle. Elle naît à l'interface entre un monde physique et un système vivant qui a une mémoire, une vulnérabilité et une capacité limitée. Et c'est précisément pour ça qu'elle est stable, parce que ton cerveau n'improvise pas, il utilise une histoire accumulée pour prédire ce qui vient. La réalité vécue est une continuité, pas une succession de données brutes. Et cette continuité est ce qui te permet d'exister comme un être cohérent dans le temps. Et pourtant, malgré cette stabilité, ton cerveau reste profondément limité. Il ne voit pas tout, il n'entend pas tout, il ne traite qu'une fraction intime de ce qui existe réellement autour de toi. Ton champ visuel conscient est minuscule, ton attention est étroite, ta mémoire de travail est fragile. La majeure partie du monde est ignorée, filtrée, supprimée avant même d'arriver à la conscience. Ce n'est pas un défaut, c'est une condition de fonctionnement. Si tout était perçu, rien ne serait utilisable. C'est pour ça que l'attention est si décisive. Elle n'ajoute pas de l'information, elle choisit ce qui existe pour toi à cet instant précis. Ce que tu ne regardes pas n'existe pratiquement pas dans ton monde vécu. Pas parce que ça disparaît physiquement, mais parce que ton cerveau ne l'intègre pas dans sa construction de la réalité. L'expérience du gorille qui traverse un terrain de basket et que quasiment personne n'a vu l'a montré de façon spectaculaire. Quand l'attention est focalisée sur une tâche, des événements énormes peuvent passer inaperçus. Pas parce que l'œil ne les a pas vus, mais parce que le cerveau n'a pas jugé utile de les intégrer. La réalité consciente est donc une sélection, un échantillonnage. Tu vis dans une version extrêmement compressée du monde. Et cette compression n'est pas arbitraire. Tout est régulé en arrière-plan. Ce que tu appelles mon monde, ce n'est pas le monde. C'est la petite fenêtre que ton cerveau maintient ouverte pour survivre. Et cette fenêtre change en permanence. Quand tu es calme, elle s'élargit. Quand tu es stressé, elle se rétrécit. Quand tu es fatigué, elle devient floue. Et quand tu es en danger, elle se verrouille sur l'essentiel. La réalité vécue est donc dynamique. Elle se contracte et s'étend selon l'état interne. Ce n'est pas une métaphore, c'est une description fonctionnelle. Les circuits attentionnels du cerveau modulent littéralement ce qui est amplifié, ce qui est inhibé et ce qui devient réel pour toi. Et c'est pour ça qu'on peut dire sans poésie et sans mysticisme, tu ne vis pas dans la totalité du réel, tu vis dans une version économisée du réel, une version optimisée pour un organisme fragile, limité et pourtant capable de cohérence. La réalité que tu habites est une réalité sous contrainte. Et cette contrainte n'est pas seulement sensorielle ou attentionnelle, elle est aussi corporelle. Tu n'habites pas la réalité avec une conscience abstraite, tu l'habites avec un corps qui a une posture, un tonus musculaire, un rythme cardiaque, une respiration, un niveau d'énergie. Et tout ça modifie la manière dont le monde t'apparaît. Quand ton corps est détendu, le monde paraît plus ouvert. Quand ton corps est tendu, le monde paraît plus étroit. Quand ton corps est fatigué, le monde paraît plus lourd. Quand ton corps est en alerte, le monde paraît plus menaçant. Le cerveau ne perçoit jamais le monde indépendamment de l'état corporel. Il l'intègre.
la perception est toujours une perception incarnée. Les signaux venant de l'intérieur du corps, ce qu'on appelle l'interoception, sont intégrés au même niveau que les signaux venant de l'extérieur. Ton cerveau construit une réalité à partir de ce qu'il reçoit du monde et de ce qu'il reçoit de ton corps. C'est pour ça que deux états corporels différents produisent deux réalités différentes dans un même environnement. Ce n'est pas une interprétation psychologique, c'est une intégration physiologique. Le monde que tu vois est déjà teinté par la manière dont ton corps se tient dans ce monde. Et ça explique quelque chose de fondamental. Une addiction, une compulsion, une hypervigilance ne sont pas seulement des comportements, ce sont des tentatives de régulation corporelle. Elles modifient la tension, la respiration, le rythme interne, la chimie cérébrale. Elles modifient donc la réalité vécue. Ce n'est pas seulement faire quelque chose, c'est changer l'état du monde intérieur. Et comme la perception dépend de cet état, le comportement devient une manière indirecte de contrôler la réalité. Pas la réalité physique, mais la réalité vécue. C'est pour ça que certains comportements deviennent si puissants, ils donnent accès à une autre vision du monde. Un monde plus calme, plus intense, plus contrôlable ou plus supportable. Et tant que le corps ne sait pas produire cet état autrement, le cerveau protège ce comportement. Il ne protège pas l'habitude, il protège l'équilibre qu'elle procure. La réalité n'est donc pas seulement construite par le cerveau, elle est co-construite par le cerveau et le corps. Tu ne perçois pas avec une tête isolée, tu perçois avec un organisme entier. Et cet organisme cherche en permanence une réalité qu'il peut tolérer. C'est cette recherche de tolérance qui façonne la version du monde dans lequel tu vis. Et cette tolérance n'est jamais absolue. Elle est toujours relative à tes capacités du moment. Le cerveau ne cherche pas un monde parfait, il cherche un monde supportable. Un monde dans lequel la tension ne déborde pas, l'incertitude reste tolérable, l'effort est possible et la continuité de l'expérience est maintenue. C'est pour ça que la réalité vécue n'est jamais figée. Elle s'ajuste en permanence à ce que ton système peut encaisser. Quand l'organisme est stable, la réalité paraît large, riche, nuancée. Quand l'organisme est saturé, la réalité devient étroite, simple, brutale. Ce n'est pas une opinion, c'est une conséquence directe de la régulation biologique. Le cerveau n'essaie pas de te montrer ce qui est, il essaie de te montrer ce qui est gérable. Et c'est là que la notion de vérité change subtilement de sens. Il existe une réalité physique indépendante de toi, des longueurs d'onde existent, les champs électromagnétiques existent, les particules, les forces, les lois physiques existent, mais cette réalité n'est jamais accessible directement. Elle est toujours traduite à travers un système nerveux limité. La vérité que tu vis n'est pas la vérité absolue du monde, c'est la vérité compatible avec ton fonctionnement biologique. Et cette vérité-là n'est pas fausse, elle est fonctionnelle. Elle est suffisante pour marcher, parler, construire, aimer, éviter les dangers. Elle n'a pas besoin d'être parfaite pour être efficace. C'est pour ça que la science n'essaie pas de remplacer ta perception, elle essaie de la dépasser. Les instruments scientifiques ne corrigent pas tes sens, ils les prolongent. Ils montrent que la couleur est une interprétation, que le temps n'est pas universel, la matière est faite de champs et de probabilités, l'espace n'est pas ce qu'il semble être. La science ne nie pas ton existence, elle la remet dans un cadre plus large. Elle montre que ce que tu vois est vrai à ton échelle mais incomplet à l'échelle de l'univers. Et cette distinction est essentielle. Sans elle, on tombe dans deux pièges opposés. Soit on croit que la perception humaine est la vérité ultime, soit on croit qu'elle est une illusion sans valeur. Les deux sont faux.
La perception est une traduction fiable à une échelle donnée. Elle est vraie pour un organisme humain dans un monde humain. Elle n'est pas la description ultime de la réalité physique. C'est exactement comme une carte géographique. Une carte n'est pas le territoire, mais sans carte, tu es perdu. Ta perception est ta carte biologique du réel. Elle n'est pas exacte dans l'absolu, mais elle est suffisamment précise pour te permettre d'exister. Et c'est peut-être ça, au fond, la définition la plus rigoureuse de la réalité humaine. Ce n'est ni le monde tel qu'il est en soi, ni un monde inventé. C'est un monde traduit, suffisamment fidèle pour être partagé, suffisamment simple pour être habité, et suffisamment stable pour que la vie y prenne forme. Quand la physique moderne décrit le monde, elle décrit quelque chose qui n'a plus grand-chose à voir avec ce que tu perçois. Tu vois des objets. La physique voit des champs. Tu vois des surfaces solides. La physique voit des interactions électromagnétiques. Tu vois une matière pleine. La physique voit presque entièrement du vide maintenu par des forces. Un atome n'est pas une petite bille compacte. C'est un espace immense structuré par des champs et des probabilités. Et ce que tu appelles la solidité, ce n'est pas un remplissage, c'est une résistance d'interaction. Quand ta main touche une table, elle ne touche pas une matière dense. Elle rencontre une barrière de force électromagnétique qui empêche les atomes de se traverser. La solidité n'est pas une propriété simple, c'est une stabilité de relation. De même manière, le temps que tu vis n'est pas le temps que décrit la physique. Pour toi, il y a un présent, un maintenant, une ligne continue du passé vers le futur. En physique, il n'existe pas de présent universel. Il n'y a pas de maintenant valable pour tout l'univers. Le temps dépend du mouvement, de la gravité, du point de vue. Ton présent est une construction locale, une synchronisation biologique entre ton cerveau, ton corps et ton environnement immédiat. Ce que tu appelles le moment présent est une fenêtre de cohérence interne, pas une propriété fondamentale du cosmos. Et l'espace lui-même n'est pas ce que tu vois. Tu vois des distances, des volumes, des directions. La physique parle de géométrie de l'espace-temps, de courbure, de relations entre événements. La réalité fondamentale n'est pas une scène où des objets se déplacent, c'est un réseau de relations dynamiques. Ce que tu perçois comme un monde stable, solide, continu, est une interface adaptée à un organisme de taille humaine vivant à faible vitesse dans un champ gravitationnel faible. Ta perception n'est pas fausse, elle est adaptée à ton échelle. Exactement comme une carte routière n'est pas une carte géologique et comme une carte géologique n'est pas une carte cosmologique. Chaque carte est vraie dans son domaine, aucune n'a la totalité. La science ne dit pas « ce que tu vois est faux ». Elle dit « ce que tu vois est une version simplifiée locale d'un monde infiniment plus riche et plus étrange. Et cette étrangeté n'invalide pas ton expérience, elle la replace. Elle montre que la réalité humaine est une interface de survie posée sur une réalité physique beaucoup plus vaste. Tu ne vois pas le monde tel qu'il est. Tu vois le monde tel qu'il peut être vécu par un organisme comme toi. Et ce n'est pas une faiblesse, c'est une condition d'existence. Sans cette interface, le monde serait inhabitable. Il serait trop raide. Il serait trop rapide, trop vaste, trop abstrait. Ta perception est donc une réduction de l'univers à une forme biologiquement vivable. Une traduction, pas une illusion. Et c'est là que tout peut se rassembler en une seule idée simple. Tu ne vis pas dans une illusion, tu ne vis pas non plus dans la réalité brute de l'univers. Tu vis dans une traduction biologique construite par un cerveau dans un corps pour un organisme qui doit rester stable dans un monde immense. La volonté ne construit pas cette réalité, la motivation ne la crée pas, elles agissent à l'intérieur d'un cadre déjà posé par la biologie. La perception te donne une carte, la mémoire lui donne une continuité, le corps lui donne une tonalité,
l'attention lui donne une forme. Et la science, plus tard, vient montrer que cette carte n'est pas le territoire. Mais aucune de ces couches n'est une erreur. Elles sont toutes des niveaux de description. Ce que tu appelles le réel n'est pas une chose unique, c'est une superposition. Il y a le réel physique, fait de champs de particules, de relations et de lois, et il y a le réel biologique, fait de régulation, de tolérance, d'équilibre interne. Il y a le réel vécu, fait de couleurs, de sons, de temps, d'objets, de présence. Aucun n'annule les autres, ils se complètent. Le problème commence quand on confond ces niveaux, quand on prend la carte pour le territoire, ou quand on méprise la carte parce qu'elle n'est pas le territoire. La perception n'est pas une preuve de vérité absolue, mais elle n'est pas une illusion sans valeur. Elle est la seule manière qu'un organisme comme toi a de rencontrer l'univers. Tu ne vois pas ce qui est, tu vois ce qui est compatible avec ta forme de vie. Et cette compatibilité a une prouesse, parce qu'elle permet la stabilité, la communication, le partage d'un monde commun, la construction de connaissances et même la possibilité de découvrir que ce monde n'est pas exactement tel qu'il apparaît. La science elle-même naît de cette interface. Elle n'existe que parce que la perception est suffisamment fiable pour être interrogée, corrigée, prolongée. Tu ne sors jamais de ta biologie, mais tu peux apprendre ce qu'elle fait. Et c'est peut-être ça, au fond, la vraie lucidité. Non pas croire que tu vois le réel tel qu'il est, non pas croire que tout est une illusion, mais comprendre que tu habites une frontière entre un univers qui te dépasse et un système nerveux qui fait de son mieux pour t'y rendre possible. Tu ne vis pas dans la réalité brute, tu ne vis pas dans un rêve, tu vis dans une interface vivante, stable, partagée et suffisamment fidèle pour que l'univers puisse, à travers toi, se regarder lui-même.